Hein. Et je rappelle qu'on est toujours avec notre invité de cet après-midi, Jules Omer Tchenkam, 10 années passées en prison sans jugement et finalement il est dehors. Doit-on dire merci à un nom qui va revenir, à David Mboutou, celui-là qui se retrouve, on ne sait pas comment, en prison, mais que vous ne connaissiez pas avant. Et qui va vite devenir votre ami. Et après, au sorti de là, c'est là où il lance donc le post sur Facebook. Et voilà, ça a été relevé sur Equinox Télévision, sur d'autres médias aussi. Comme vous, il y a beaucoup de Jules Tchenkam en prison, c'est-à-dire des personnes qui sont là depuis des années, qui attendent des jugements qui n'arrivent pas. Mais avant, on voudrait savoir, on va parler de tout ça, mais on voudrait savoir maintenant, Monsieur Tchenkam, après la torture, vous êtes retrouvé immédiatement à la prison centrale de Kondengui? Disons qu'après la torture, j'ai été d'abord mis en cellule, je crois pratiquement 2 semaines après. Les 2 premières semaines, je les ai passées dans un bureau. C'est, je crois, à la veille ou quelques jours avant mon défèrement au tribunal. Vous avez passé 2 semaines dans un bureau? Oui, dans un bureau où je dormais par terre. D'accord. Bon, c'est après les 2 semaines qu'on m'a mis en cellule, j'ai retrouvé d'autres personnes là-bas. Et un jour, on nous appelle maintenant pour le déferment. On nous sort tous de la cellule. Bon, quand je vois les autres personnes autour de moi, je me dis que c'est aussi des gens qui ont des problèmes comme moi, sans savoir que ce sont mes co-accusés. Alors nous sommes déférés au tribunal militaire et nous arrivons dans un petit cas. Nous ne descendons pas de la voiture, on reste tous dans la voiture. C'est un policier qui descend avec des documents en main. Il va et il revient, il redémarre la voiture, direction Kondengui, prison centrale de Kondengui, où je suis incarcéré exactement le 12 février 2009 et où j'ai aussi passé plus de 10 ans avant d'être libre aujourd'hui. Pendant les 10 ans, on a eu dit qu'on vous a écouté une fois, 7 ans après. Oui, le tribunal m'a donné la parole pour la première fois pour que je puisse au moins m'expliquer sur les faits qui m'étaient reprochés. Je tiens à rappeler que je suis passé par l'instruction. C'est-à-dire que c'est un tribunal où, quand vous arrivez, on vous instruit d'abord. Donc, vous êtes face à un juge d'instruction. Et mon audition à l'instruction n'avait pas plus de 2 lignes. Donc, j'avais juste 2 lignes. La juge me dit, racontez-nous ce qui s'est passé. Je dis, mais je vais vous raconter quoi, madame la juge? Tout ce que je sais, c'est que on m'a torturé et tout ce que vous pouvez voir dans mon audition d'enquête préliminaire, c'est obtenu sous la torture. Ils ont écrit tout ce qu'ils ont écrit. Déjà, je n'ai pas lu mon PV avant de le signer. Je l'ai enfin signé sous la menace d'une arme parce qu'on me disait, si vous ne signez pas, on va vous buter. On va vous buter? Oui, puisque étant en prison, j'ai vu des gens arriver avec les pieds percés par des balles. J'allais vers eux pour savoir si ils avaient reçu ces balles en fuyant la police. Ils me disent non. On m'a arrêté et pour obtenir des aveux, on a tiré sur moi à bout portant. Il faut que le peuple le sache. Donc, la majorité de ceux qui avaient des pieds amputés, des blessures par balles, ce n'étaient pas des bandits qu'on avait arrêtés en courant. C'est des gens qu'on prend vivants et on tire sur eux à bout portant pour obtenir des aveux. Je ne sais pas si c'est normal. Je crois quand même qu'il y a une loi qui dit que, un article qui dit que les aveux obtenus sous la torture sont de nul effet. Mais, au Cameroun, excusez-moi de le dire, les magistrats croient tout ce que les policiers leur envoient comme PV d'enquête préliminaire. Alors que ça ne devrait servir que d'information, comme j'ai entendu mon avocat le dire. Bref, je suis en prison et je passe devant mon juge d'instruction qui me demande d'expliquer. Mon audition n'a que 2 lignes. Je ne connais pas la suite. Je ne connais pas tout ce qu'on me présente là comme vous ne reconnaissez pas tout ça. Accusé. Et je ne connais pas tout ce qui est dans mon enquête préliminaire. Bref, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Je crois 18 mois, un jour après, je saisis le tribunal de grande instance du Fundi en habeas corpus. À l'époque, c'est le président Chilik qui était le président du tribunal de grande instance du Fundi. Alors je me retrouve devant lui en habeas corpus, je lui pose mon problème. Je veux être jugé, je suis là plus de 18 mois
et rien ne bouge. Il renvoie pour vérifier. Et c'est comme ça qu'après vérification, je crois qu'il a vidé la procédure en habeas corpus 2 mois après. Donc je me suis retrouvé de 18 mois à 20 mois. Et malheureusement, c'est après 20 mois qu'on est venu un soir me notifier en me remettant une ordonnance de renvoi. Une ordonnance de renvoi malheureusement antidatée. Ça veut dire que j'étais à 20 mois, il fallait qu'on ramène ça à 18 mois pile. Donc, pour faire croire que c'est à 18 mois pile qu'on m'a remis ça, bon, j'ai reçu mon ordonnance de renvoi pour enfin voir ce qui m'était reproché, parce que c'est dans cette ordonnance de renvoi qu'on vous explique ce qu'on vous demande. Et je découvre enfin que je suis poursuivi pour complicité de vol avec port d'arme à feu. Et je tiens à préciser que quand j'entrais en prison, j'avais assassinat, tentative d'assassinat, complicité de vol avec port d'arme à feu, recel, j'avais tous ces motifs-là. Donc c'est après l'instruction maintenant que on a départagé et à moi, on m'a inculpé pour complicité de vol avec port d'arme à feu. Alors la première question que je me posais, c'est que je n'ai jamais touché à l'arme. Donc je veux bien savoir comment on peut me poursuivre pour complicité de vol avec port d'arme à feu. Je suis avec 17 co-accusés que je ne connais pas. Et je tiens aussi à préciser que lorsque j'étais devant le juge d'instruction, il y a eu ce qu'on appelle confrontation. Ça veut dire qu'on m'a confronté à tous mes autres co-accusés qui ont encore déclaré ce jour qu'ils ne me connaissaient pas et que moi je ne connaissais pas. Mais je me suis entendu dire à la fin de l'audition chez mon juge d'instruction, je me suis entendu dire par mon juge, Monsieur Tchenkam, je ne vous libère pas dans mon cabinet, on ira vous libérer devant la barre. Il a fallu que j'attende plus de 10 ans pour que mon affaire puisse connaître le sort que ça a connu. Et entre-temps, Monsieur Tchenkam, votre partenaire d'affaires, comme vous le dites, n'a jamais cherché à savoir où vous étiez, parce que vous avez quand même une affaire qui était en suspens, vous avez quand même des business ensemble, il n'a pas cherché à savoir où vous étiez. Je tiens à vous dire que ces partenaires, je vous ai raconté cette partie où l'officier est sorti au couloir appeler quelqu'un. C'est lui que l'officier avait appelé. Oui, vous pensez pour vous, parce qu'on n'avait pas de preuves pour ça. J'avais interpellé, été interpellé un vendredi, le samedi matin. Mon partenaire en question est arrivé. Mais la seule chose qu'il m'a dit, c'est que M. Tchenkam, vous avez osé me défier. On ne me défie pas, vous allez voir. Donc, il est venu vous rendre visite en non, pas me rendre visite. Oui, il est venu me voir à la PJ pour me passer son message. Il m'a dit, M. Tchenkam, on ne me défie pas, vous avez osé me défier, vous allez voir. Donc, à ce moment, vous avez la certitude de ce que vous pensez. Maintenant, je comprends que c'est lui qui est mon adversaire. C'est lui qui est mon bourreau. Ah ouais. Voilà. Donc, vous semblez maintenant être convaincu par rapport à ce que vous avez pensé par le passé. Alors, maintenant, la vie en prison maintenant, M. Tchenkam, à quel moment vous avez pleuré? J'ai pleuré le jour... La première fois où j'ai pleuré, c'est le jour où mon premier fils est venu s'asseoir en face de la prison. Il a passé 2 heures de temps à regarder la prison et à se poser la question de savoir ce que son père fait là-dedans. C'est ce jour-là que j'ai coulé les larmes pour la première fois. La deuxième fois, c'était quand ma grande-tante, qui est décédée malheureusement pendant que j'étais incarcéré, est venue avec ma maman me rendre visite, alors qu'elle vivait au village, à l'ouest, à Baham plus précisément. Elle a fait le voyage de Yaoundé pour me voir. Donc, quand je l'ai serré dans mes bras, j'ai pleuré aussi. Voilà les 2 fois où j'ai pleuré. Et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête pendant que vous aviez à supporter, à endurer ce que certains appelleraient des persécutions ou alors cette injustice-là? Vous savez, vivre dans ces pénitenciers, dans n'importe quel pénitencier au Cameroun, ce n'est pas facile. Si vous lâchez là-dedans, vous mourrez. J'ai vu des cas. J'ai peut-être eu plus de chance que j'étais mentalement fort. Et aussi parce que j'ai trouvé, parmi les prisonniers que j'avais trouvés en prison, un aîné, un monsieur, je crois qu'il était mécanicien à l'époque, qui m'a dit, quand je t'observe, tu réfléchis beaucoup, tu penses à tout ce que tu as laissé en liberté, mais c'est là vraiment pour t'en sortir, tu devrais oublier tout ça. Et comprendre que tu es en prison et que tu devrais te battre pour sortir d'ici. Donc te concentrer dans ton affaire, voir comment on peut vite te juger pour que tu
partez d'ici, parce que ça, c'est pas un bon milieu. Il me l'a dit. Et immédiatement, j'ai pris conscience. Donc, je n'ai plus réfléchi. Je me suis fait construire un mur en béton armé, béton vibré, de 2 mètres d'épaisseur. Ça veut dire que je me suis retrouvé au milieu de ces murs-là, de ces 4 murs. Que vous avez construit virtuellement dans votre tête. Dans mon esprit, et tout ce qui pouvait vouloir me toucher butait sur ces murs et ne me touchait pas directement. Très bien. C'est peut-être ce qui m'a fait garder le moral, d'accord. Étant en prison, vous avez quand même appris le décès de votre avocat qui... Oui, ça a été très difficile. C'est pas en prison que j'ai appris son décès, c'est que j'étais au tribunal ce jour-là. Et il avait une autre audience du côté du centre administratif. Il devait terminer là-bas et me retrouver. J'avais demandé la permission si un gardien de prison pouvait m'aider avec son téléphone pour que j'appelle mon avocat pour lui dire que je suis déjà au tribunal. Et c'est comme ça que le gardien m'a aidé avec son téléphone. Il a formé le numéro. J'ai appelé. Donc, après avoir lancé l'appel, il m'a passé le téléphone et je me suis rendu compte que le téléphone sonnait dans le vide. Je me rappelle avoir essayé au moins 10 fois. Le téléphone sonnait toujours dans le vide. Effectivement, mon avocat avait eu un malaise en pleine audience à une autre juridiction, donc centre administratif. Moi, j'étais jugé au tribunal militaire. Alors ça a sonné dans le vide, sonné, et ce jour il n'est pas venu. Bref, on a renvoyé l'affaire. Et dans la soirée, je crois avoir appris ça par quelqu'un d'autre qui le connaissait aussi, qu'il est décédé ce jour-là même, de suite d'un malaise. Alors, sur le coup? Sur le coup, je crois qu'il avait eu un malaise, il s'est effondré, et il a dit « amenez-moi à l'hôpital, amenez-moi à l'hôpital », c'est ce qu'on m'a raconté. Amenez-moi à l'hôpital, on l'a transporté dans sa voiture, dans son véhicule. Et avant d'arriver au CHU, il avait rendu l'âme. Ça a été un coup dur pour moi. Naturellement. Parce que c'est un monsieur que je connaissais depuis pratiquement 92. Nous étions amis, en dehors de qu'il était mon avocat. Nous étions amis, de très bons amis. On avait des projets ensemble, parce qu'il faisait aussi dans les affaires. Notamment à Koulolinga, on avait des projets. À Yaoundé, il m'avait déjà présenté presque tout ce qu'il avait déjà eu à faire. Il avait une école bilingue, il avait un pressing du côté de Maban. Et même quand sa maman est décédée, je l'ai assisté. J'ai passé toute la nuit là-bas à veiller avec lui. Donc nous étions très liés. Donc ça a été un coup dur. Ne pouvant pas malheureusement assister à ses obsèques, on l'a enterré. Je suivais ça par d'autres personnes. Il a été enterré et à ce moment-là, j'étais un peu perdu. Vous avez cru que le ciel, à nouveau, tombait sur votre tête? Sur ma tête. Et c'est comme ça que j'ai dû prendre des renseignements pour savoir ce que je devais devenir. Moi qui avais déjà payé mon avocat, donc normalement, je devrais être assisté. À cette époque-là, j'ai contacté, par le canal d'une amie, j'ai contacté Maître Fausse, qui s'est battu et a donné le nom de celui qui était chargé de liquider le cabinet de mon avocat. C'est comme ça que j'ai pu avoir le nom de Maître Boun, qui à son tour était celui-là qui était chargé de liquider le cabinet de mon avocat. Donc, il devait m'assister jusqu'à la fin de ma procédure. Il m'a à son tour envoyé son confrère, qui m'a assisté jusqu'à un niveau, jusqu'à plaider. Et après, il m'a dit, monsieur Tchenkam, je crois avoir fait de mon mieux. Je ne reviendrai pas ici. Bon, vous pourrez m'informer de la suite de votre procédure. D'accord. Étant en prison, monsieur Tchenkam, comment est-ce que vous avez fait pour continuer à payer les honoraires, continuer à vivre? Parce que vous êtes venu, on vous a vu avec des quittances, des choses pour continuer à régler. J'avais payé mes honoraires, je crois, 2 semaines après mon arrivée en prison. J'avais de l'argent. J'avais un peu d'argent à cette époque. J'avais des économies. J'avais payé mes honoraires, je crois, 2 semaines après mon arrivée en prison. Donc mon avocat avait déjà reçu... Perçu son... Oui, perçu tout son argent. Tout son argent, je l'ai reçu avec moi. Vous avez les reçus avec vous? Oui, je les ai là. Je l'ai reçu avec moi. Voilà tous les reçus. Vous voyez bien que c'est signé de mon frère avocat. Ouais, vous les avez bien gardés avant de... Oui, ça fait plus de... Bon, si je peux vous donner la première date, j'arrive en prison le 12 février 2009. Mais je verse le premier montant le 16 février 2009. D'accord. La date est là. 16 février 2009. Où est-ce que vous avez retrouvé ces quittances? C'était dans votre bureau, comme nous avons vu à l'antenne tout à l'heure? Non, je paye, j'ai envoyé quelqu'un payer ma maman notamment, et elle m'a apporté les reçus.
Et vous les gardez en prison? Oui, Gardez puisque en prison, quand vous payez un avocat, vous devez avoir des reçus. Alors quelqu'un qui dit qu'il a un avocat, s'il n'a pas de reçus, ça veut dire qu'il n'a pas d'avocat. C'est ça qui justifie que vous avez payé un avocat. Donc vous aviez vos documents sur vous? Oui, voilà, en prison. ça ce sont les reçus que mon feu avocat m'avait délivrés. D'accord, je vois très bien. 300 000 francs, 16 de 2009. Ainsi de suite, il y a plusieurs Ainsi de reçus. suite, on a le reçu de 200 000, Voilà. 200 000 le 10. On a 150 000 francs. Vous voyez que c'est presque la même période. C'est bien conservé, monsieur Tchenkam. Merci. Alors, vous avez également encore d'autres reçus, d'autres quittances avec vous, pour dire que vous avez très bien suivi votre affaire. Oui, non, les quittances que j'ai avec moi de l'autre côté, c'est en fait les impôts que je payais étant en prison. Bon, normalement, j'avais appris que quand vous êtes en prison, même les impôts s'arrêtent. Mais malheureusement, il fallait que je continue à payer ma taxe foncière. D'accord. Donc j'ai les quittances de ma taxe foncière. Pendant les 10 ans, j'ai payé normalement ma taxe foncière. D'accord, ok.